Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Celle-ci fait partie d'un bloc de 5 vidéos qui est consacré aux redresseurs. Donc dans les 5 vidéos, on va traiter les différents sujets liés à ces redresseurs. Dans cette première vidéo, on va commencer par décrire les différents blocs d'une alimentation continue et ensuite on s'intéressera aux dresseurs simple alternance. Donc les différentes étapes d'une alimentation continue, on va commencer depuis le tout début, c'est la tension réseau. Ici, c'est une tension alternative, donc elle est alternativement positive et négative. Cette tension réseau, elle va entrer dans un transformateur dont l'objectif est de diminuer le niveau électrique. Donc on va avoir une tension plus faible. On peut aller dans le sens inverse, c'est-à-dire augmenter la tension, mais c'est beaucoup plus rare. Donc on va retrouver une tension alternative, mais de niveau plus faible. Ensuite, cette tension alternative va entrer dans le redresseur, qui, elle, va enlever une alternance ou la corriger pour qu'elles soient toutes dans le même sens. Soit on peut prendre l'alternance positive et la mettre en négative pour avoir que des négatives, ou ce qu'on fait le plus souvent, c'est prendre la négative et la mettre en positif. Et on va retrouver ici toutes les alternances dans le même sens. Voilà, ça c'est le redresseur qui va faire ça, mais en fait, ici on est embêté parce qu'on n'a pas une tension continue, on a la tension qui descend jusqu'à 0. Donc on peut utiliser l'étape suivante, le filtrage, pour essayer de diminuer la descente ici et pas qu'elle aille jusqu'à 0. Donc ça c'est le filtrage qui va le faire et on peut le faire avec des condensateurs. Donc ici on va trouver un signal qui descend plus jusqu'à 0. Le condensateur va faire son travail, mais il y a encore une certaine ondulation. Et ça ne suffit pas pour alimenter certains types d'appareils. Il faut vraiment avoir une tension propre, continue. Et dans ce cas-là, on va ajouter le dernier élément de la chaîne, c'est le régulateur. Et celui-là va couper en dessous des ondulations pour avoir plus que la tension continue. Voilà. Donc on a dans cette chaîne, les deux premières étapes, on a une tension alternative. Dans les deux étapes suivantes, on a des tensions continues pulsées, et c'est la dernière étape qu'on arrive à la tension continue. Donc on va s'intéresser maintenant, dans cette vidéo, principalement à ces trois niveaux-là, transformateur, redresseur et filtrage. Et on va commencer aujourd'hui par voir la première variante du redresseur. Voilà. Qui est le redresseur simple alternance. Donc on retrouve ici notre tension réseau qui entre dans notre transformateur qui est ici. Donc son objectif à ce transformateur, c'est de nous fournir une tension alternative de l'autre côté qui est proportionnelle à la tension d'entrée par rapport au rapport de transformation qui est ici. Admettons qu'on ait 100 spires au primaire, donc 100 bobines de cuivre, et puis ici, au secondaire, 10 tours de fil de cuivre. Donc on a 100 au primaire, 10 au secondaire. Du coup, on a un rapport de 10. Donc en fait, on aura 10 fois moins de tension au secondaire qu'au primaire. Donc si on a du 230, on va trouver du 23 volts ici. Voilà. Mais cette tension, elle est alternative. Donc on va retrouver la même forme de signal. Voilà. Donc ici, notre tension secondaire, elle est proportionnelle à la tension primaire et au rapport de transformation du transformateur. Maintenant, notre tension alternative, elle va monter jusqu'à une tension maximum qui est la tension crête et elle va descendre au même niveau négatif ici avec la crête négative. Cette tension crête, on la calcule de la manière suivante, c'est la tension efficace fois racine de 2. Voilà. Maintenant, l'objectif, c'est, à partir de cette tension alternative ici, d'avoir du continu, c'est d'avoir qu'un type d'alternance, soit la positive, soit la négative, mais pas les deux. Dans le cas ici, on va essayer de garder que la positive, c'est d'avoir le courant qui circule tout dans le même sens ici, dans le sens aigu d'une montre. Donc on veut laisser passer l'alternance positive, qui va circuler dans ce sens-là, mais l'alternance négative qui viendrait dans l'autre sens, dans le sens inverse aigu d'une montre, on veut la bloquer. Donc pour ça, on a un élément électronique qui fait ce travail-là, c'est la diode. Donc pendant l'alternance positive, la diode D1 va conduire,
elle va laisser passer l'alternance positive. Par contre, la négative va être bloquée, il n'y aura aucun courant, donc aucune énergie sur la résistance de charge. Voilà. Alors, comment ça va fonctionner? La tension au secondaire va augmenter, et tant qu'on n'a pas atteint le seuil ici de la diode est bloquée. Au moment où on atteint ce seuil, on va souvent le donner à 0,7 volts. C'est un standard qu'on donne pour les petites diodes. Dès qu'on arrive sur des diodes de plus haute puissance, on va avoir des tensions plus élevées que 0,7. Mais une fois qu'on arrive au seuil de cette diode, elle va se mettre à conduire. Donc à ce moment-là, le courant va pouvoir commencer à circuler et de l'énergie va arriver sur la résistance de charge. Donc, on va avoir une tension qui suit la tension du secondaire, mais toujours un peu plus bas. Et puis, au moment où on arrive à la tension de seuil de la diode en redescendant, la diode se bloque et en négatif, elle ne conduira pas du tout. Voilà. Donc on va trouver un petit retard ici à la conduction, on ne va pas conduire tout de suite, il faut qu'on arrive au seuil de la diode. Elle va se bloquer un peu avant le passage par zéro de la tension du secondaire. Cette tension sur la résistance de charge va monter aussi à une tension crête, mais crête de la résistance. Et puis en fait, la différence entre les deux ici, c'est la tension de la diode. C'est la perte ici sur cette diode. Donc, la tension crête sur la résistance de charge, c'est la tension crête au secondaire, moins la perte sur la diode, qu'on va assez fréquemment donner à 0,7 volts. Voilà. Pour ce qui est du courant sur la résistance de charge, si on veut calculer le courant crête, il suffit de prendre la tension crête sur la résistance de charge et la diviser par la résistance de charge. On peut faire la même chose avec la tension moyenne et le courant moyen, et la tension efficace et le courant efficace. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à déterminer ces tensions efficaces ou moyennes, et ça, c'est les étapes suivantes de cette présentation. Alors, on va regarder maintenant la valeur moyenne de ce redresseur simple alternance. Donc on a ce signal-là, où on a l'alternance positive et l'alternance négative a disparu. Donc la valeur moyenne, elle correspond à la surface qui est là-dessous, sous ce dessin-là, donc sous cette demi-sinusoïde, ici. En fait, si on prend cette zone-là, il y a une certaine surface. Maintenant, il faut imaginer que cette surface, on met un mur ici à 360 degrés, un mur ici. Imaginons que la surface qui est sous l'alternance positive, c'est de l'eau. Si on libère ceci, on va trouver une hauteur moyenne ici entre le mur de gauche et le mur de droite. Et ce niveau moyen, c'est la tension moyenne. Alors, cette tension moyenne, quand on parle de la tension réseau, on n'en parle pas. Parce qu'en fait, il y a une surface positive et une surface négative de la tension réseau. Vu qu'il y a, c'est de l'alternatif, donc il y a une alternance positive, négative. Et les deux ont exactement la même surface. Donc la surface positive va compenser la surface négative. Et dans ce cas-là, la tension moyenne vaut 0 volts. Si vous faites l'essai de prendre un voltmètre en position d'essai et de le mettre dans la prise réseau, vous allez voir qu'il va vous donner 0 volts, ce qui va vous mesurer la tension moyenne. Voilà, donc ici ce n'est pas le cas. Vu que l'alternance négative n'est pas là, elle ne va pas compenser celle qui est positive, du coup on va trouver une hauteur moyenne qui va se trouver plus ou moins par ici. Alors, on peut faire le calcul de différentes façons. Une façon assez simple, c'est de prendre des bandes rectangulaires ici, qui vont toucher le signal, et puis on va faire une approximation du signal. Donc on va découper le signal en petites bandes rectangulaires. On peut faire ceci, pour se rapprocher plus, on prend des bandes de plus en plus petites, et puis après, si on veut aller vraiment à l'extrême, pour être le plus précis possible, il faut utiliser le calcul intégral. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, je vais vous donner directement la formule pour calculer cette tension moyenne. Cette tension moyenne qu'on appelle VCC, c'est en fait la tension crête divisée par pi. Donc la tension moyenne est 3,14 fois plus petite que la tension crête. Pour le courant moyen, deux façons de la calculer. C'est soit on prend la tension, le courant crête et on le divise par pi, soit, plus simple, on prend
la tension moyenne et on la divise par la résistance de charge. Donc ça, c'est la loi d'Ohm appliquée aux tensions et courants moyens. On va utiliser abondamment ces valeurs moyennes, en fait, dans les circuits dresseurs, pour dimensionner la diode qui va bloquer la tension inverse et laisser passer le courant. Donc la diode qui est dans notre dresseur, on va la dimensionner à partir de ces valeurs-là. Et pour ça, donc choix de la diode, premier choix qu'on doit faire, c'est le courant moyen de la diode. Donc le courant que la diode va laisser passer. Dans ce cas-là, le courant qu'on va chercher dans la datasheet du fabricant, ici, doit être égal au courant moyen. Je dis égal, mais c'est surtout supérieur ou égal. Et on va surtout prendre une marge de manœuvre, une marge de sécurité, pour être sûr que la diode ne chauffe pas trop. Donc il faut prendre en dessus. Si on prend exactement la valeur, admettons que le courant continu c'est 1 ampère, si vous prenez 1 ampère, la diode va abondamment chauffer, ce qui n'est pas bon pour elle. Donc il faut prendre une certaine plage de sécurité. Même chose pour le deuxième choix de la diode, c'est ce qu'on appelle la tension inverse de crête. Donc TIC en français, PIV en anglais. Ça, c'est la tension que va bloquer la diode en sens inverse. Donc, il faut que la diode arrive à bloquer la tension qu'elle doit bloquer. Et pour ça, il faut assurer que la diode que vous choisissez chez le fabricant arrive à bloquer la tension qu'elle doit bloquer. Donc, dans ce cas-là, si vous devez bloquer une tension de 24 volts crête, il faut prendre une diode qui a une certaine marge. Pas prendre juste 24. Donc ça, c'est deux choix que vous allez faire quand vous allez construire votre circuit. Donc, courant moyen et tension inverse de crête. Voilà, ça c'est lié à la valeur moyenne, simple alternance. Et il y a aussi la valeur efficace, qui est moins utilisée, mais qu'on va regarder quand même. Donc, si vous calculez la tension efficace, ou courant efficace, mais dans ce cas-là, ce sera une tension, de ce signal-là, il faut déjà se rappeler ce que c'est que la tension ou courant efficace. En fait, la valeur efficace, c'est la valeur continue qui va donner le même échauffement dans la même résistance pendant le même temps qu'une tension alternative. Voilà. Dans le cas de la tension réseau, en fait, pour calculer la tension efficace, c'est U crête sur racine de 2. Voilà. Donc on a ce rapport racine de 2. Maintenant, on va regarder quel est ce rapport ici quand on n'a pas l'alternance négative. Alors, déjà, si on parle d'échauffement, on parle d'énergie, donc il va falloir passer par la puissance. C'est la puissance qui va nous intéresser. Donc, on va calculer la puissance et dans ce cas-là, on va prendre P est égal à U carré sur R. Et puis là, on va calculer la valeur crête. Donc, on va avoir une crête de puissance ici. Et puis, la forme qu'on va obtenir quand on calcule tous les points, ce sera un sinus qui a une fréquence doublée et ici qui sera uniquement positif. Donc, on va avoir un cycle ici et qui va recommencer ici s'il y avait l'alternance négative. Dans ce cas-là, on n'a que la moitié du signal. Donc, on aura ici un sinus qui est décalé et on a la valeur crête qui se trouve tout en haut. Et en fait, le milieu du sinus, il trouve ici. Voilà. Donc ici, on aurait, vous voyez, ici, un bout de l'alternance, l'autre cycle complet et le quart restant de celui-là. Voilà, mais on retrouve un sinus. Puis vu que le sinus est symétrique, en fait, cette surface qui est là, ce sera la même que celle qui est ici et là. Donc, on pourrait compenser, prendre ce bout qui est ici, le faire glisser, le faire tomber ici, et prendre la moitié de droite qui est ici, la faire tomber là. Et du coup, on obtiendrait ici une surface rectangulaire qui est là. Mais cette surface rectangulaire, elle est sur 180 degrés. Donc après, si on veut une surface moyenne sur les 360 degrés, il faut encore les répartir et on va retomber encore à la moitié de la moitié, c'est-à-dire au quart. Et ici, la puissance moyenne, ce sera la puissance crête divisée par 4. Voilà. Donc maintenant qu'on a trouvé la puissance moyenne, c'est
cette puissance moyenne qui va faire le même échauffement de la même résistance pendant le même temps. Mais il faut revenir en arrière et puis retrouver le U ici. Donc on va refaire ceci. Donc U qui est U efficace. Donc quand on dit rien du tout, c'est efficace. Donc on transforme la formule qui est là, on obtient P moyen fois R. Donc si on remet tout ensemble ici, on avait divisé par R ici, maintenant on multiplie par R. Donc on trouve R au multiplicateur au diviseur, il s'annule. Et ensuite on obtient racine carrée de U carré sur 4. Et lorsqu'on effectue la racine carrée, on obtient la formule finale qui dit que pour un signal redressé simple alternance, la tension efficace, c'est U sur racine de 2. Sur 2, excusez-moi. Donc on avait U sur racine de 2 pour la tension du réseau, et ici, on a U sur 2. Donc on est racine de 2 fois plus petit. Voilà, ceci termine cette première vidéo sur le redresseur simple alternance, et dans les suivantes, on va voir les redresseurs double alternance, les deux variantes possibles. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.